Avant Kylie Cosmetics, avant les millions et les couvertures de magazines, il y a eu un autre chapitre de la vie de Kylie, une époque où elle n'était pas encore la businesswoman reconnue mondialement, mais où elle régnait déjà sur Internet. Cette époque est appelée par ses fans et elle-même King Kylie. C'était entre 2014 et 2017, une période assez courte mais très marquante. Kylie avait à peine 17 ans. Elle venait de sortir de l'ombre du reste du clan Kardashian-Jenner. Et pourtant, en quelques mois, elle a réussi à se construire une identité propre, un univers visuel et un personnage qui allait fasciner toute une génération. Sur Tumblr, sur Instagram et surtout sur Snapchat, elle est devenue une figure incontournable. Elle dictait les codes esthétiques, lançait des tendances mondiales et sans que personne ne s'en rende compte, elle préparait déjà le terrain pour bâtir un empire toujours présent aujourd'hui. King Kylie, ce n'était pas seulement un surnom accrocheur, c'était une déclaration. En se proclamant King plutôt que Queen, Kylie affirmait son pouvoir, inversait les codes genrés du show business et revendiquait une place au sommet. Et à travers ses selfies filtrés, ses cheveux multicolores, ses nails extravagants et ses stories devenues cultes, elle a redéfini ce que signifiait être une célébrité dans l'ère numérique. Aujourd'hui, je vous propose de vous replonger dans cette époque unique, cette courte mais intense parenthèse où Kylie Jenner n'était pas encore la Kylie Jenner que l'on connaît, mais déjà une icône. Bienvenue dans l'ère King Kylie. Quand on parle aujourd'hui de Kylie, on pense immédiatement à l'image d'une femme d'affaires accomplie, à l'empire Kylie Cosmetics, aux couvertures de magazines prestigieux, aux collaborations avec Balmain, Dolce Gabbana, Jean-Paul Gaultier ou encore à ses apparitions ultra médiatisées sur les tapis rouges. Mais avant cette version adulte, il y a eu une autre Kylie, une Kylie plus jeune, plus mystérieuse, plus rebelle, une Kylie qui a changé Internet. Et cette Kylie-là, c'est celle que le monde a connue sous le nom de King Kylie. À cette époque, Kylie Jenner n'était pas encore l'entrepreneuse qu'on connaît aujourd'hui. Elle n'était pas non plus uniquement la petite sœur de Kendall ou la Benjamin de la famille Kardashian-Jenner, elle était en train de se transformer devant nos yeux en une véritable icône culturelle et surtout digitale. Nous sommes en 2014. Tumblr règne encore sur Internet. Snapchat est à son apogée. Les filtres Instagram sont saturés. Les selfies sont flous, granuleux, pleins de nostalgie. Et au milieu de tout ça, une fille de 17 ans s'apprête à redéfinir ce que veut dire être célèbre. C'est précisément à ce moment qu'elle s'est réinventée sous le nom de King Kylie. Et le choix de ce surnom est fondamental. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle s'appelle Queen, comme le font la plupart des femmes dans le show business, pour affirmer leur pouvoir. Mais non, Kylie choisit King. Elle refuse l'étiquette habituelle. Elle inverse les codes genrés et elle s'affirme comme figure dominante dans un univers où les hommes avaient encore la main sur les symboles de pouvoir. Ce simple mot King devient son manifeste. On le retrouve dans ses bios, dans ses hashtags, dans ses légendes. Et très vite, il devient une identité à part entière. Mais ce qui a véritablement défini King Kylie au-delà du nom, c'est son esthétique et sa manière d'occuper l'espace numérique. Si aujourd'hui, tout le monde maîtrise l'art du feed Instagram cohérent et du selfie calculé, à l'époque, Kylie était en avance. Elle s'inspirait directement de l'univers Tumblr, plateforme qui dictait une grande partie de l'esthétique en ligne des années 2010. Ses photos avaient ce côté brut mais stylé avec des filtres légèrement vintage, des plans rapprochés sur ses lèvres ou ses ongles, un jeu entre le sexy et le mystérieux. Elle cultivait une image à la fois bad girls assumée et ado mélancolique. Et c'est exactement cette dualité qui fascinait. Elle n'était ni complètement lisse, ni totalement rebelle. Elle était dans l'entre-deux, celui où se reconnaissait toute une génération en quête d'identité. Un autre élément crucial de cette ère, ce sont ses cheveux. Kylie changeait de couleur et de coupe comme on change de tenue. Du vert menthe au bleu électrique, du rose bubblegum au blond platine, en passant par le gris argenté. Elle expérimentait constamment. Et surtout, elle a démocratisé l'usage des perruques dans le mainstream. Là où c'était encore perçu comme un accessoire de niche, elle en a fait un élément de mode, une façon de réinventer son identité à volonté. Ces changements capillaires étaient scrutés, copiés et commentés. Et chaque nouvelle couleur donnait naissance à un mini-moment culturel. À cette époque, Kylie fréquente le rappeur Tyga, dont l'ex-compagne est Blac Chyna, une figure incontournable de la culture hip-hop connue pour son look, son attitude et son influence dans les tendances beauté noire. Très vite, les comparaisons affluent. Beaucoup remarquent les similitudes. Perruques colorées, maquillage appuyé, tenue moulante et pose sensuelle. L'esthétique de King Kylie semble puiser directement dans celle de Blac Chyna. Sauf qu'à la différence de Chyna, Kylie reçoit les éloges. Là où l'une était jugée trop vulgaire ou trop provocante, l'autre devient une icône de style et une pionnière. Ce double standard devient impossible à ignorer. Les critiques commencent à parler d'appropriation culturelle. Kylie emprunte des codes, des coiffures et des références à la culture noire sans jamais les reconnaître. Quand elle poste une photo d'elle avec des nattes collées, l'actrice Amandla Stenberg réagit publiquement. Je cite: « Quand tu t'appropries les traits et la culture noire sans jamais utiliser ta notoriété pour aider les noirs. » Cette phrase claque comme une évidence. Elle expose le privilège d'une femme blanche capable d'adopter des
éléments culturels noirs sans en subir les conséquences. Et pour beaucoup, King Kylie devient alors le symbole de cette récupération, une version édulcorée, valorisée et commerciable d'une esthétique née ailleurs. Et pourtant, malgré les critiques, Kylie continue de dominer. Sur Snapchat, elle règne. Ses stories sont suivies comme une série quotidienne. Des millions de gens regardent chaque jour ses vidéos, ses soirées, ses voitures, ses rires avec Jordyn Wood, ses potes dans le miroir. Tout semble spontané, mais rien n'est laissé au hasard. Kylie comprend le rythme, le cadrage et la narration implicite. Elle ne parle presque jamais, mais chaque regard, chaque zoom devient un langage. Elle crée une proximité nouvelle avec son public, une intimité calculée, et c'est peut-être là que naît vraiment l'influence moderne. Cette illusion d'authenticité parfaitement maîtrisée. Elle savait parfaitement utiliser les zooms, les filtres, les musiques pour créer une ambiance unique. Et même quand elle ne faisait rien de spécial, un simple selfie, un regard caméra ou une grimace, c'était un événement. Son quotidien devenait un spectacle, et chaque spectateur avait l'impression de partager un moment intime avec elle. C'était une proximité nouvelle, un lien direct qui a littéralement transformé la relation entre les célébrités et le public. Bien sûr, tout cela n'était pas seulement une esthétique ou un jeu d'image. King Kylie a eu un impact culturel concret et surtout commercial. C'est durant cette période que les grandes tendances beauté des années 2010 ont explosé. Le contouring, les sourcils épais, les lèvres repulpées, le highlighter brillant et les ongles longs et travaillés. Kylie n'en était pas seulement une consommatrice, elle en était l'incarnation. Et quand en 2015, elle a lancé son tout premier Kylie Lip Kit, le produit s'est arraché en quelques minutes. C'était la première fois qu'une célébrité de son âge et de sa génération réussissait à convertir une esthétique personnelle en un produit de masse en créant une demande mondiale. En réalité, tout l'empire Kylie Cosmetics s'est construit sur la base de cette période. Et c'est là qu'on comprend à quel point King Kylie était une stratégie visionnaire. Ce qui pouvait sembler être une ado qui poste des selfies était en fait une transition réfléchie. Kylie utilisait cette ère comme une passerelle entre l'enfant star de la télé-réalité et la businesswoman qu'elle voulait devenir. Elle a su créer une communauté, un besoin et une attente autour de son image. Et une fois que tout le monde voulait ressembler à Kylie, elle a lancé les produits qui permettaient justement de le faire. King Kylie, c'était donc une mise en scène, mais aussi une préparation à la suite. Mais évidemment, cette ère a fini par s'essouffler. À partir de 2017, Kylie change de cap. Elle abandonne progressivement les cheveux colorés et les perruques flashy. Son style devient plus sobre et plus mature. Elle adopte une image plus luxueuse, plus haute couture. En 2018, elle devient maman de Stormi et pendant sa grossesse, elle disparaît en grande partie des réseaux sociaux. Ce retrait a marqué la fin définitive de King Kylie. Ce n'était plus la Kylie de Snapchat ou la Kylie mystique aux cheveux verts, c'était une nouvelle Kylie, plus adulte, plus posée et plus concentrée sur son rôle de mère et son entreprise. Pour autant, l'héritage de King Kylie est immense. Elle a ouvert la voie à toute une génération d'influenceuses et de créatrices de contenu. Elle a façonné l'esthétique d'Instagram Baddies qui reste encore aujourd'hui omniprésente. Les poses, le maquillage, les ongles et les lumières, tout vient de là. Elle a aussi contribué à démocratiser la chirurgie esthétique et les fillers, en déclenchant un débat mondial sur les standards de beauté et leur accessibilité. On peut aimer ou critiquer cette influence, mais on ne peut pas la nier. L'ère King Kylie a donc été bien plus qu'une simple phase d'adolescente. C'était une véritable révolution culturelle et digitale. C'était le moment où une jeune fille de 17 ans a compris qu'en contrôlant son image, elle pouvait contrôler sa narration, influencer des millions de personnes et bâtir un empire. C'était aussi un moment où Internet a basculé, où les célébrités traditionnelles ont compris qu'elles n'étaient plus les seules à dicter la culture. Désormais, les réseaux sociaux avaient le pouvoir. Et aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on se rend compte que King Kylie, c'était à la fois une esthétique, une stratégie et une époque. C'était un personnage, mais aussi un mouvement. Et même si cette version d'elle n'existe plus, elle continue de hanter et d'inspirer les tendances actuelles. En vérité, King Kylie, ce n'était pas seulement Kylie Jenner, c'était un miroir de toute une génération en train de se réinventer à travers Internet. Mais derrière la fascination se cache un paradoxe. Qui crée les tendances et qui en profite vraiment? Car si les femmes noires ont bâti les fondations de cette esthétique, c'est le visage de Kylie Jenner qui en a récolté la gloire, le contrat et la reconnaissance. Et c'est là toute l'ambivalence de King Kylie, une figure d'émancipation féminine, mais aussi un produit d'un système profondément inégalitaire. Une icône du pouvoir digital, certes, mais un pouvoir bâti sur des dynamiques culturelles, héritées et souvent non reconnues. Aujourd'hui, King Kylie n'existe plus vraiment, mais son fantôme hante toujours Internet. Chaque fois qu'une influenceuse poste une photo avec des lèvres repulpées, une perruque pastel ou un maquillage ultra glamour, c'est une trace de cette époque. King Kylie, c'était une explosion de jeunesse, de couleurs et de confiance. Mais c'était aussi une leçon miniature sur le monde moderne, celui où tout peut être transformé, esthétisé et vendu, même l'identité. Et peut-être que si cette ère continue à nous fasciner, c'est parce qu'elle n'était pas seulement l'histoire d'une jeune fille devenue icône. C'était aussi le reflet d'une génération entière, une génération qui a grandi en ligne entre filtre et réalité, entre admiration et critique. Une génération qui, à travers Kylie Jenner, a compris qu'Internet n'était pas qu'un miroir, c'est un royaume. Et qu'à une époque où tout le monde cherche à être vu, la véritable question n'est pas de savoir qui regarde, mais qui règne.